Donc, on commence la session. Donc, bienvenue, chers collègues. Donc, je remercie la présidente de ce 8e ASID des congrès des déficits immunitaires, Dr Leila Jden, et je remercie aussi professeur Bosfiha, amis et collègues. Donc, la session 12 de cet après-midi s'intitule l'immunité innée et infection. Donc, j'appelle la première oratrice, professeur Bared, sur la prédisposition génétique aux infections fongiques, expérience marocaine. Professeur Bared, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, je remercie le comité d'organisation de l'ASID qui nous donne toujours l'occasion de partager nos expériences. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi. Alors, nous allons parler à présent donc de notre expérience concernant la prédisposition aux infections fongiques, en particulier les infections superficielles. Alors, effectivement, les infections fongiques superficielles sont des infections largement répandues dans le monde. Donc, elles sont dominées principalement par les candidoses, qui sont des champignons levuriformes, dominés par le Candida albicans, qui est responsable des principales manifestations pathogènes chez l'homme, et les dermatophysiques, qui sont des champignons filamenteux en général, qui expriment une pathogénicité chez l'homme. Alors, les infections fongiques dans leur globalité représentent une manifestation clinique très importante dans de nombreux déficits immunitaires. Ils sont une source importante et considérable de morbimortalité. C'est ce qui a poussé plusieurs scientifiques dans le monde à essayer de déceler et de comprendre les différents mécanismes physiopathologiques, de rechercher le background génétique de ces infections, afin d'espérer donc d'élargir les choix thérapeutiques qui sont assez limités. Alors, ces dernières décennies, il y a eu pas mal de découvertes, il y a pas mal de gènes qui ont été donc reliés à la prédisposition génétique aux infections. Sur le plan clinique, donc c'est la candidose cutanée muqueuse chronique qui représente le principal phénotype associé donc au déficit immunitaire. Concernant les données, les publications maroco-africaines, on commence à avoir des publications donc marocaines et africaines dans ce sens-là, et on a pas mal de collaborations internationales qui nous permettent de partager nos expériences. Alors, pour vous mettre un petit peu dans le bain, donc la candidose cutanée muqueuse chronique, elle répond à une définition précise. Donc, ce sont des infections fongiques donc inhabituelles, soit par leur chronicité, par leur récurrence, leur résistance thérapeutique, ou bien par leur tableau sévère. Elle est principalement due au Candida albicans. Elle touche la peau, mais également donc les muqueuses et les ongles. Elle peut être associée à différents degrés à des manifestations auto-immunes. Alors, la CMC reflète donc un problème au niveau de l'axe de l'interleukine 17, qui est une cytokine clé dans la défense anti-candida. Cette CMC, elle peut être soit syndromique, c'est-à-dire faire partie d'un tableau d'un déficit immunitaire qu'on connaît déjà, ou bien évoluer de façon isolée. On parle à ce moment-là de la CCMC disease, ou bien maladie, dont la principale étiologie génétique est la mutation gain de fonction du gène STAT1. Alors, juste pour vous montrer, vous donner une idée globale sur la CMC et sa présence dans les différents types de déficits immunitaires, on peut se rendre compte que la CMC finalement se faufile un peu partout. D'accord ? À commencer par les conditions acquises, notamment une infection par le VIH ou bien la prise d'antibiothérapie au long cours. Donc, la CMC, elle est présente jusqu'à 85% dans les syndromes d'hyper-IgE, que ce soit lié à la mutation du stade 3, du DOC8 ou bien du ZNF. Donc la CMC est un critère diagnostique majeur de la PCED, donc on peut le retrouver jusqu'à 88%, ce qui est très important. Bien entendu, on peut observer une CMC dans les déficits de lymphocytaires T, notamment le déficit combiné et le combiné sévère. On peut retrouver également la CMC jusqu'à 25% des cas, donc associés à la MSMD. Et enfin, on peut observer la CMC, qui, je rappelle, est une infection donc, superficielle, associée à une infection fongique invasive dans le cadre donc, du déficit du gène CARD9. Alors, et c'est grâce à l'étude de ces différents déficits immunitaires, notamment la PCED et le syndrome d'hyper-IgE, qu'on a pu constater et mettre en évidence le rôle important de l'interleukine 17 dans la défense anti-candida, ce qui a permis aux différents chercheurs d'ouvrir la porte à la découverte de nouveaux gènes, notamment dans le cadre de la CMC disease ou bien maladie.
Alors là, la CMC disease également, elle répond à une définition précise. C'est en fait une CMC clinique, mais qui n'entre pas dans le cadre des cliniques ou bien biologiques, dans les cadres des déficits immunitaires qu'on a cités avant. Donc c'est comme une CMC en fait qui est idiopathique ou bien totalement isolée. Donc actuellement, la mutation ou bien la cause génétique la plus rapportée, c'est la mutation gain de fonction du gène STAT1. On trouve également les différentes mutations de l'axe de l'interleukine 17 et tous ces hétérodimères. On trouve également la mutation de gène ACT1 et Janus kinase. Alors, j'ai essayé de les mettre quand même dans un schéma pour mieux comprendre donc, le rôle de chacune de ces molécules. Donc, il y a des cytokines, notamment l'interleukine 17. On trouve des facteurs de transcription. Ils travaillent tous ensemble pour la lutte contre l'agent fongique. Tout commence au niveau de la peau, au niveau de la cellule épithéliale, qui va donc reconnaître le candidat albicans par les toll-like récepteurs. Donc, la cellule épithéliale va s'activer en faisant intervenir plusieurs voies de signalisation, notamment le CARD9 et le Janus kinase. Donc, par la suite, cette cellule elle va me produire donc, des cytokines clés, notamment l'interleukine 6 et 23, qui vont donc pousser le lymphocyte T à se différencier en un lymphocyte qui va produire de l'interleukine 17 via plusieurs voies de transcription, notamment la voie du STAT1. Alors, à noter que le gène, ce facteur de transcription, le STAT1, il est associé à plusieurs autres voies de signalisation. Donc, en cas de problème à ce niveau-là, il faut s'attendre à avoir, en plus de l'atteinte fongique, d'autres manifestations cliniques, notamment des manifestations inflammatoires. Et enfin, le résultat final de ce travail d'équipe, c'est la production de la cytokine clé en matière de défense anticandidat, qui est l'interleukine 17, qui se chargera d'amplifier la réponse inflammatoire et surtout de faire appel aux polynucléaires neutrophiles qui vont agir donc par leur agent microbiside dans la destruction du candidat albicans. Donc tout ce qui peut altérer donc, ce cercle, ce travail d'équipe va se manifester cliniquement par une candidose cutanéo-muqueuse. Alors si on revient à la classification phénotypique, donc on est bon, on se retrouve, je pense, sur le plan génétique et phénotypique, on est dans le bon chapitre, donc c'est un déficit de l'immunité innée et intrinsèque. Donc nous retrouvons tous nos gènes, le STAT1, les déficits de différents types d'interleukine 17, la CT1 et le Janus kinase. Nous retrouvons également le CARD9 dans tout ce qui est infection fongique invasive. Donc nous allons nous intéresser dans les prochaines diapositives sur la partie plutôt superficielle, notamment le STAT1 et le déficit de l'interleukine 17. Alors, notre petite expérience a commencé en 2016, donc nous avons mené une étude prospective. Donc, à partir de 2016, on a recruté des patients entre le service de dermatologie et le service d'immunologie clinique, et on a inclus pour études génétiques donc les patients qui présentent une CCMC isolée, c'est-à-dire qu'on a veillé à éliminer tous les déficits immunitaires acquis et tous les déficits immunitaires donc, dans le cadre de maladies qu'on connaît, notamment l'hyper-IgE, la P7, etc. Par la suite, résultat des courses de cette étude, on a pu confirmer 12 patients marocains, 100% marocains, qui présentent donc une gain de fonction du stade 1. Donc le sexe ratio homme-femme était de 0,7, donc l'âge moyen des symptômes était de 3 ans. Mais il faut dire que l'âge au moment de l'étude était de 10 ans pour les enfants et jusqu'à 38 ans pour les adultes, avec un taux de consanguinité jusqu'à 41%. Alors, concernant les principales manifestations fongiques, les principaux sites, donc le podium est constitué de l'atteinte mucopharyngée, numéro 1, suivi de l'atteinte cutanée et l'onychomycose. Mais il faut citer quand même et noter qu'il arrive qu'on n'ait pas trouvé de candidose chez ces patients, notamment le cas d'un patient qui a été révélé par une méningite à cryptocoque. C'est ce qui a révélé la mutation du gain de fonction stade 1. Alors, qui dit CCMC, il faut dire également les autres infections. Donc, il faut rechercher s'il n'y a pas d'autres infections associées. Donc, on outre le candidat albicans qui était pratiquement présent chez tous les patients. Donc, on a retrouvé une association aux infections bactériennes, notamment Staphylococcus aureus. On a trouvé une association assez conséquente aux infections mycobactériennes, dont un patient qui avait un tableau clinique presque à 100% sous forme de mycobactéries. Donc, on a eu vraiment du mal à détecter le candidat chez ce patient. Donc, on a retrouvé 2 enfants qui présentaient une démodécidose, donc c'est une infection parasitaire qui occasionne une dermatose faciale prurigineuse, qui est assez rare chez l'enfant.
Et c'est ce qui a donc attiré notre attention pour explorer ces deux enfants-là. On a trouvé également donc 2 patients avec une gingivostomatite herpétique. Alors les maladies associées donc à la CCMC étaient de nature inflammatoire, étaient une maladie cœliaque, une cicatrice, une alopécie cicatricielle, un phénomène de Raynaud chez un patient et une ostéoporose. Alors concernant les principales complications, donc on a trouvé un patient qui avait donc un carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure qui a fait suite aux complications d'une candidose chronique, donc un retard de staturopendérage chez 4 enfants et une sténose œsophagienne qui a fait suite à des complications d'une candidose œsophagienne chronique. Alors on va se rapprocher un peu plus de nos patients, voir à quoi ils ressemblent. Donc on voit l'aspect clinique de cette patiente qui présente donc un muguet buccal. Donc le muguet buccal peut être, entre guillemets, un muguet buccal normal, mais c'est sa persistance et sa résistance qui doit nous faire suspecter cette mutation de gain de fonction stade 1. On arrive à voir également, donc il y a beaucoup de lumière, donc des plaques érythémateuses squameuses dans le cadre d'une dermatophysie donc, cutanée et du cuir chevelu. Nous avons le tableau clinique de ce patient qui se présente. Donc, ce patient a été diagnostiqué par exemple à l'âge de 56 ans. Il a vécu toute sa vie avec la muqueuse, les mycoses, ça ne l'a jamais gêné pour consulter. Donc, on a fait le diagnostic que parce que son fils a développé une complication due à la CCMC, donc c'était des cas apparentés. Donc, on voit bien donc, la plaque unifiée, les ongles qui sont épais, jaunâtres, donc au niveau des 20 ongles, et au niveau des mains, il présentait plutôt cette éruption viruciforme, donc c'était des verrues qui étaient associées à la CCMC. Alors, ce cas que nous avons publié, c'était un garçon de 5 ans, donc sans notion de consanguinité, qui était particulier par l'association de la CCMC à d'autres infections. Donc, ça nous a vraiment permis de souligner le large spectre clinique infectieux de cette entité. Donc, en plus de la CCMC, cet enfant avait présenté des mycobactéries à l'enfance, donc sous forme de BCG. Il présentait des gingivostomatites à répétition. On voit ici le muguet buccal. Donc, il a d'allure, on dirait un muguet buccal normal, entre guillemets, mais il est persistant. Donc, c'est un fond de muguet buccal qui ne guérit pas. Et on peut, si vous voyez bien, donc, on voit des multiples chalazions et une folliculite dans le cadre de la démodécidose. Donc, cet enfant avait développé une démodécidose qui a été confirmée. Alors, ce deuxième patient, cette deuxième jeune fille qu'on avait publiée également, donc, qui était venue initialement consulter pour l'atteinte fongique buccale. Donc, on voit le muguet buccal persistant. Et l'atteinte inguéale, mais on a pu retrouver chez elle également le même tableau de folliculite faciale avec la démodécidose et on a retrouvé chez elle également donc, la mutation hétérozygote du variant du gain de fonction stade 1. Alors, ce patient qu'on a publié également donc, se caractérisait surtout, posait surtout un problème de gingivostomatite récalcitrante. Donc, il y avait le caractère fongique, certes, mais il y avait le fond herpétique et le caractère très inflammatoire, donc avec une altération importante de la qualité de vie. Le patient n'arrivait plus à s'alimenter ni à parler. Donc, on a pu confirmer chez lui le gain de fonction stade 1, certes, mais c'était la prise en charge qui était très difficile. Alors, c'est le même patient, donc, en outre, l'atteinte buccale évidente, donc on voit la gingivostomatite et le muguet, on retrouve l'atteinte des ongles et l'atteinte cutanée. Donc, on a traité ce patient par des corticoïdes pour calmer l'inflammation, sous couverture antifongique et anti-herpétique. Alors, le profil génétique de nos patients est le suivant, donc on a retrouvé les mutations suivantes, donc presque toutes les mutations ont été rapportées dans la littérature. Elles étaient classées entre likely pathogénique à pathogénique selon la classification de l'ACMG. Alors, pour la prise en charge des patients, et c'est le grand problème de ces patients, puisque les moyens antifongiques sont très limités en termes de candidose. Donc, c'est le fluconazole qui est disponible, qui n'est pas cher et qui a le plus long recul, on va dire. Donc, on a traité nos patients soit selon la sévérité des tableaux cliniques par intermittence, c'est-à-dire des petites cures, soit au long cours si vraiment le patient faisait des poussées très fréquentes. Donc pour les patients qui présentaient également des infections bactériennes et virales à répétition, on a proposé une antibioprophylaxie et une prophylaxie antivirale par du valaciclovir. Pour les 2 enfants qui avaient présenté donc, la démodécidose, on les a traités en plus par du métronidazole topique. Un patient avait reçu plusieurs cures d'immunoglobuline. Alors, pour l'évolution de nos patients, donc on a retrouvé 2 décès, 2 complications. Donc, les autres patients sont stables, mais qui ont tendance à évoluer par poussée-rémission. Donc, on est en train de les suivre de chaque 3 mois à 6 mois de façon active. Donc, on essaie de rechercher les complications, notamment liées à la candidose chronique.
Alors, selon notre étude, donc, on peut dire que c'est le début de la prédisposition génétique au Maroc. C'est la première étude marocaine et donc nord-africaine et africaine qui reporte quand même cette série de gains de fonction du gène STAT1. Il faut dire que dans le monde, ils sont 442 à ce jour, selon la dernière revue systématique qui a été publiée. Donc, mais il faut souligner que dans les cas qui sont publiés dans le monde, on n'a pas tendance à ressortir l'ethnie de ces patients. Donc moi, je me demande où le pourcentage des Africains dans cette série de 442 cas qui ont été publiés dans le monde. Cette maladie, elle peut survenir à n'importe quel âge, comme on l'a vu dans notre étude. Et bien que cliniquement la CCMC soit la principale manifestation de la mutation gain de fonction STAT1, il faut toujours garder à l'esprit qu'elle peut être minime, voire passer inaperçue ou être absente par le patient. Il faut toujours guetter certaines complications, notamment de nature auto-inflammatoire, et les anévrismes ainsi que les néoplasies. Je passe à présent à notre expérience concernant la CCMD dans le cadre du déficit de l'interleukine 17. Donc, on a pu diagnostiquer 3 patientes à l'âge adulte, donc dont 2 sœurs qui avaient un premier degré de consanguinité. Donc, ce sont les images que vous voyez. Ce sont deux sœurs qui se ressemblent beaucoup, mais c'est 2 personnes différentes. Donc, ils se caractérisent par donc la folliculite à candidose au niveau du cuir chevelu qui a entraîné cet aspect d'alopécie cicatricielle vraiment lisse. Il présentait également des infections à staphylocoque, donc à répétition, que ce soit sous forme de panarie au niveau cutané, soit sous forme pulmonaire. On a constaté également cet aspect de blépharite chronique qui a entraîné la chute des cils. Alors, chez ces 3 patients, on a pu mettre en évidence une mutation homozygote de l'interleukine 17RA. Donc, on a pu traiter ces patients par le fluconazole, donc par des courtes durées, donc par intermittence, et par des antibiotiques adaptés à l'antibiogramme. Pour l'atteinte oculaire, c'était plutôt un traitement symptomatique, donc sous forme de photoprotection adaptée et de lavage oculaire. Ainsi, donc, ce qu'on peut dire sur la CCMD et l'interleukine 17, c'est que la découverte de ces mutations sont assez récentes, donc ça date de 2011, donc même pas 12 ans. Il faut dire que le premier cas qui a été publié par Anne Puel, par professeur Anne Puel, est marocain. Donc il est marocain, qui avait présenté donc, une candidose associée à un Staphylococcus aureus. Donc on constate que vraiment le spectre clinique du déficit de l'interleukine 17 est beaucoup plus étroit en comparant avec le STAT1. Donc actuellement, il y a à peu près 20 patients qui ont été publiés, principalement décrits chez l'enfant, mais dans notre étude, on a quand même 3 adultes, ce qui prouve qu'il y a un certain retard diagnostique. Ce qu'on peut dire, selon notre expérience, c'est que pour l'interleukine 17, le tableau clinique il est beaucoup plus étroit. On est dans la CCMC et dans les infections staphylococciques, d'accord, donc sous forme d'abcès, de folliculite, de furonculose ou d'infections bactériennes. On ne retrouve pas donc les manifestations les maladies auto-immunes, notamment les dysthyroïdies, comme c'est fréquemment rapporté dans le STAT1. Il n'y a pas d'anévrisme, il n'y a pas de carcinome en général. Donc voilà, pour conclure, donc ce qu'on peut dire, c'est que la susceptibilité aux infections fongiques est à suspecter devant toute infection inhabituelle. Moi, je ne dis pas juste fongique, mais il faut se douter également des infections bactériennes et des mycobactéries qui peuvent être associées et révéler la mutation gain de fonction STAT1. Donc on a beaucoup de travail concernant donc, la sensibilisation des médecins de première ligne, qui sont les généralistes, qui sont les plus amenés à traiter les infections fongiques, des fois beaucoup plus que nous, les dermatologues. Donc on peut émettre cette première conclusion, donc en attendant de confirmer ce travail par des études multicentriques nationales et pourquoi pas africaines. Donc la mutation gain de fonction STAT1 est la première cause jusque-là de la CCMC, suivie par les mutations de l'interleukine 17RA. Et enfin, donc la prise en charge de cette patient, donc le circuit doit être multidisciplinaire, à commencer par donc le clinicien qui fait le diagnostic, qui va transmettre le patient donc, aux médecins qui vont explorer notamment les mycologistes, les immunologistes, et par la suite transférer le patient au généticien qui va confirmer donc, notre CCMC et bien sûr le renvoyer à la fin vers le clinicien qui aura la lourde tâche de le prendre en charge. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bon, merci Dr Bartad pour cette excellente présentation. Nous appelons Dr El Ketani du Maroc pour nous parler des viroses cutanées et des déficits immunitaires primitifs, l'expérience marocaine. Merci. Bonjour professeur Tahiet, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui.
Donc, vous allez gérer aussi la discussion des deux présentations de cette session. Oui, sauf que là, je ne vois pas les slides défiler. Dommage parce que la première présentation, celle sur les prédispositions, la prédisposition aux infections fongiques du docteur Barad était magnifique. Enfin, je la félicite pour une excellente présentation. Et dommage que je n'ai pas pu suivre les slides. Voilà, donc, mais voilà. D'accord. Donc, vous avez quand même écouté la présentation. Avec plaisir. C'était quand même une très très bonne présentation. D'accord. Merci. Merci. Je crois qu'on va passer à la deuxième présentation avant d'entamer la discussion, si vous êtes d'accord. Voilà, docteur Ketani va nous parler des viroses cutanées et des déficits immunitaires primitifs, l'expérience marocaine. Merci Madame la Présidente. Merci aux organisateurs qui m'ont invité pour partager avec vous notre expérience marocaine concernant les infections virales cutanées et les erreurs innées de l'immunité. C'est une entité qui est encore souvent sous-diagnostiquée parce que les infections virales cutanées ne motivent pas toujours pour une consultation quand elles sont isolées. En effet, les infections virales cutanées à HPV, molluscum contagiosum et herpès simplex virus sont communes, bénignes et spontanément résolutives dans la population générale, avec une clairance spontanée de 23% à 2 mois et de 66% à 2 ans en ce qui concerne HPV. Cependant, quand ces infections sont sévères, c'est-à-dire chroniques, profuses, récurrentes et ou résistantes au traitement, cela suggère un déficit immunitaire sous-jacent, primitif ou acquis, voire une susceptibilité génétique à ces infections. La pénétrance clinique des infections virales cutanées diffère là aussi selon l'UDIP. Nous avons à 100% un profil épidermodysplasie viruciforme dans les déficits en EVER1 et en EVER2 avec un risque d'évolution vers un cancer cutané à long terme. On a des verrues à 80% des cas dans le VIM syndrome et on a des verrues à 40% des cas dans les déficits endocuites. À partir de ces déficits immunitaires primitifs qui s'associent aux infections virales cutanées, nous relevons le rôle des lymphocytes et de la coopération entre les cellules cutanées, les kératinocytes et les cellules immunitaires. Alors l'objectif de notre étude était de décrire les particularités cliniques, immunologiques et génétiques des infections, des déficits immunitaires primitifs, non ceux qui sont associés aux infections virales cutanées au cours de leur évolution, mais ceux qui ont été révélés par ces infections, afin d'aider les cliniciens pour diagnostiquer cette entité, ainsi que pour élargir le champ de connaissances dans le domaine de la réponse immunitaire cutanée antivirale, notamment anti-HPV, qui est un virus oncogène. Nous avons mené une étude prospective descriptive type série de cas entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2021 au département des maladies infectieuses pédiatriques et d'immunologie clinique du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Notre étude a eu l'accord du comité d'éthique du même CHU et nous avons inclus les patients consultants pour des infections virales cutanées atypiques, c'est-à-dire chroniques, profuses, avec plus de 20 lésions en plus d'une région du corps pour HPV, récurrentes et récalcitrantes, et ou résistantes au traitement. Un traitement de 6 mois a été retenu pour les véreux. Nous avons fait des investigations cliniques, immunologiques et génétiques pour explorer une erreur innée de l'immunité. Et les critères diagnostiques retenus étaient ceux de l'Union internationale du comité des experts d'immunologie
et des déficits immunitaires les sociétés des déficits immunitaires. Alors ainsi, pour tout patient consultant pour des infections virales cutanées atypiques, nous avons cherché la présence d'autres infections, des signes d'atopie ou de malignité, un traitement en cours. Nous avons dressé l'histoire personnelle et familiale du patient, puis nous avons fait un examen physique général et nous avons émis des hypothèses diagnostiques, à base desquelles nous avons réalisé nos examens de laboratoire. Nous avons réalisé une étude histologique sur les lésions verruqueuses, une sérologie VIH, une glycémie à jeun, une NFS, la numération des sous-populations lymphocytaires et le dosage des immunoglobulines qui nous ont permis d'avoir un diagnostic phénotypique que nous avons complété par la suite par une étude génotypique, par une PCR en temps final à la recherche des gènes candidats, un séquençage par panel commercialisé comportant les gènes connus impliqués dans les DIP, et nous avons confirmé ces mutations par séquençage sanguin en collaboration avec l'Institut Imagine. En ce qui concerne les résultats de notre étude, au cours de la période d'étude, 591 patients ont été diagnostiqués avec un DIP probable. Parmi ces patients, 8 issus de 6 familles indépendantes ont répondu à nos critères d'inclusion, soit 1,3% des patients. Ils étaient tous issus d'un mariage consanguin. Leur âge médian au moment du diagnostic était de 9 ans, avec des extrêmes de 7 à 26 ans, et alors que l'âge médian au moment du début des symptômes était de 6 ans, avec des extrêmes de 2 à 15 ans. Leur sexe ratio était de 1/3 et la moitié de nos patients étaient originaires de Casablanca, les autres étaient de Tsaroudant, Agadir, Marrakech et Bni Mellal. Sur le plan clinique, 4 patients avaient des verrues profuses récalcitrantes, dont 2 avaient des lésions pityriasiformes évoquant une épidermodysplasie verruciforme, 3 avaient des lésions profuses chroniques de molluscum contagiosum et un patient avait un érythème polymorphe post-herpétique récurrent. En plus de leurs manifestations cliniques cutanées, 5 patients avaient des infections respiratoires récurrentes, 2 avaient des diarrhées à répétition, une sarcoïdose a été diagnostiquée chez 2 sœurs jumelles qui avaient également un syndrome anémique et des lésions d'eczéma ont été retrouvées chez une patiente. Par contre, aucun des parents ou des proches des patients n'avait de manifestations similaires, sauf la sœur d'un patient avec une épidermodysplasie verruciforme qui avait des infections respiratoires et des diarrhées à répétition, mais pas d'atteinte cutanée. Alors, on va voir des photos des présentations cliniques de nos patients. Alors, sur la première photo, nous voyons des verrues planes et vulgaires sur les dos, des mains et des avant-bras d'une patiente de 26 ans qui avait également ces lésions au niveau des pieds, des jambes et du visage. Sur la deuxième, nous voyons des lésions typiques d'érythème polymorphe. On voit des lésions en cocarde chez un patient de 10 ans qui avait également une kyélite et des lésions herpétiques péribuccales qui nous ont permis de penser à l'érythème polymorphe post-herpétique. Sur la troisième photo, nous avons des lésions de molluscum contagiosum chroniques récurrentes chez une fille de 9 ans qui avait également, chez qui une sarcoïdose a été également diagnostiquée. Et enfin, sur la quatrième photo, nous avons des lésions pityriasiformes sur le thorax d'une fille de 9 ans. Ces lésions étaient également présentes au niveau des bras, des avant-bras et du visage. Sur le plan histologique, les verrues planes et vulgaires étaient sans particularité. Et les lésions d'épidermodysplasie verruciforme avaient des signes pathognomoniques
avec un aspect bleuâtre du cytoplasme des kératinocytes en rapport avec la réplication virale. En ce qui concerne le profil immunitaire de nos patients, la majorité d'entre eux avaient une leucopénie, une lymphopénie était notée chez la moitié d'entre eux, une neutropénie était notée chez une patiente, une monocytopénie et une diminution des cellules dendritiques étaient marquées chez une patiente et une augmentation des polynucléaires éosinophiles et des IgE était marquée chez une patiente, ce qui nous a permis d'évoquer un syndrome hyper-IgE chez elle, en concordance avec la clinique. Les lymphocytes CD4 et CD8 ont été touchés chez 6 patients sur 8, et ainsi nous avons eu 4 cas de KID, 2 cas de low KID, un syndrome hyper-IgE et un dendritic cell monocytopénie lymphopénie syndrome. Par ailleurs, l'étude génétique nous a permis d'identifier des mutations, 2 mutations perte de fonction au niveau du gène STK4 chez les 2 patients qui avaient l'épidermodysplasie viruciforme, une mutation missense au niveau du gène GATA2 chez une patiente et une mutation missense au niveau 2 mutations missense au niveau du gène COPA chez 2 patientes. Nous avons également fait une ségrégation familiale chez les patients qui avaient l'épidermodysplasie viruciforme et nous avons trouvé une mutation homozygote chez les 2 patients et cette mutation était hétérozygote chez les parents au niveau du gène STK4 touchant l'exon 7 chez le premier patient et touchant la région splice donor du site de l'intron 10 du gène STK4 chez le deuxième patient. Au total, en combinant les données cliniques, immunologiques et génétiques, nous avons identifié un déficit en GATA2 chez une patiente avec des verrues profuses et un DCML syndrome, 2 déficits en STK4 avec une épidermodysplasie viruciforme syndromique associée à un KID et un low KID, 2 déficits en COPA chez 2 sœurs jumelles avec un molluscome contagiosum chronique et un KID, un syndrome hyper-IgE chez un patient avec molluscome contagiosum chronique, un patient avec un KID et un érythème polymorphe post-herpétique et une patiente avec un low KID et des verrues vulgaires profuses. Pour les 3 derniers patients, aucune anomalie génétique n'a été détectée par le panel utilisé. En parallèle avec cette étude, nous avons établi une stratégie diagnostique basée sur une recherche bibliographique devant des lésions d'HPV atypiques associées à une lymphopénie qui est déjà publiée. Alors ainsi, on part à partir des lésions cutanées, on cherche s'ils sont isolés ou s'ils sont associés, c'est-à-dire dans un cadre syndromique. On raisonne en fonction du taux des immunoglobulines, en fonction des sous-populations lymphocytaires, et là, on est orienté vers tel ou tel déficit immunitaire primitif qu'on va confirmer par la génétique. Cette étude constitue la première série marocaine des infections virales cutanées qui ont révélé un déficit immunitaire primitif. Toutefois, ces cas ont représenté 1,3% de la totalité des DIP diagnostiqués au cours de la période d'études au département des maladies infectieuses du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Ce chiffre peut être sous-estimé vu que le préjudice esthétique ne motive pas toujours pour consulter. Toutefois, cette étude a des points forts. Nous nous sommes basés, en fait, on est parti au départ à partir d'observations cliniques qui nous ont poussés à faire une exploration immunitaire et génétique guidée. Nous avons eu un diagnostic phénotypique pour tous les patients et un diagnostic génotypique pour la majorité d'entre eux. Ce diagnostic était basé sur un séquençage par panel comportant les régions des gènes connus incriminés dans les déficits immunitaires primitifs,
Cette technique a une spécificité et une sensibilité qui est supérieure à 99%. Toutefois, le whole genome sequencing est en cours pour identifier un nouveau déficit immunitaire primitif chez les patients chez qui aucun défaut génétique n'a été identifié. En conclusion, les infections virales cutanées peuvent constituer un symptôme majeur des DIP, d'où l'intérêt de sensibiliser les cliniciens par rapport à cette entité et de leur fournir des stratégies diagnostiques pratiques, car l'étude génétique n'est pas toujours à la portée, et ce, afin de garantir un diagnostic précoce et un traitement approprié pour les patients et leurs familles. Les investigations de ces malades permettraient aussi d'élargir le champ de recherche en matière de l'immunité antivirale cutanée, notamment anti-HPV. Et je vous remercie. Je remercie Dr Ketani pour cette excellente présentation. Je crois qu'il nous reste quand même 20 minutes pour prendre vos questions et pour discuter ces deux excellentes études quand même. La première sur les prédispositions aux infections fongiques et la deuxième sur les virus cutanés et déficit immunitaire primitif. Merci Madame la Présidente. Moi je voudrais d'abord vous féliciter vivement. Vraiment, voilà, j'étais émerveillé d'écouter ces deux communications et ça témoigne de l'effort fait par l'équipe pour aller vraiment au fond de ces maladies extrêmement difficiles. J'ai juste, pour ma part, pour la première communication, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des infections fongiques aussi sévères que ce que tu nous as montré. Je n'ai pas vu de déficit en stade 1 gain fonction, ni de mutation au niveau de l'IL-17. Donc je n'ai pas d'expérience du tout là-dessus. Juste, je voudrais savoir sur le plan de la prise en charge, sur le plan thérapeutique, j'ai vu les micro-organismes isolés, il y avait pas mal de candidats CRUD-ZI, et on sait que ce CRUD-ZI n'est pas tout à fait sensible au fluconazole. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce type de situation très embarrassante, j'imagine? Par exemple, est-ce que vous essayez des cures de traitement par voie intraveineuse ou non? Et qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez par exemple la vieille amphotericine B avec laquelle moi je trouve d'excellents résultats et qui ne coûte pas cher et qui est disponible chez nous? Deuxièmement, est-ce que dans la littérature que tu as vue, il y a des cas qui sont si sévères qu'ils ont indiqué une greffe de moelle, par exemple? Merci beaucoup. Alors pour la première question, alors effectivement, donc il faut dire que la candidose dans ces situations-là ne sont pas toujours sévères, hein. Ça peut être un muguet buccal normal, mais qui est persistant. Donc des fois, c'est ce qui explique d'ailleurs la rareté du diagnostic génétique de ces patients. Pour ce qui est du traitement antifongique, quel que soit le type de candidat isolé, on recommande un antifongigramme. N'est-ce pas? Parce que voilà, il y a le risque de résistance qui est là et on peut avoir des formes, des germes qui sont... on n'a pas vraiment beaucoup d'armes, comme je l'ai dit au début, contre ces agents-là. Donc le fluconazole, il a été utilisé chez 50% des patients. Alors comme j'avais cité, on travaille avec la griseofulvine également, la terbinafine et l'amphotericine B. Donc ce sont Pardon? Non. Par contre, on fait venir le voriconazole. Donc, on a eu un cas de résistance au fluconazole. Donc, on peut faire venir le voriconazole, mais ce sont les options thérapeutiques dont on dispose. On peut faire venir l'itraconazole si le germe est sensible. Voilà. Alors, pour la deuxième question, c'était par rapport à... Oui, il y a eu à peu près 6 cas. Ça a été testé, mais il y a beaucoup d'effets indésirables. Donc la greffe, on la réserve vraiment pour les formes très sévères,
très sévère et très limité. Donc, c'est une option thérapeutique, mais qui vient au bas de l'échelle. Voilà. Actuellement, c'est surtout les anti-JAK qui sont en train d'être développés, le ruxolitinib, donc qui est une thérapie ciblée qui va aller cibler cette voie de signalisation. Mais la greffe, c'est une option, mais quand même qu'on laisse pour les formes les plus graves. Voilà. Merci, Dr Barak. Je voudrais juste vous poser une question, si c'est possible. Alors je vous félicite pour votre excellent travail. Franchement, c'est un excellent travail et on sait un petit peu la rareté de ces mutations avec gain de fonction. Donc, pouvoir avoir cette belle série et les présenter comme vous l'avez fait, sincèrement, toutes mes félicitations. Maintenant, ma question va être un petit peu orientée vers l'exploration. Par rapport à vos patients qui ont des mutations avec gain de fonction du gène STAT1, est-ce que vous avez effectué le test de phosphorylation du STAT1 chez vos patients? Et si oui, quels étaient les résultats? Est-ce qu'il y avait un gain de fonction, un gain de phosphorylation chez vos patients? Et est-ce qu'il y avait, par rapport à son gain de phosphorylation, est-ce qu'il y avait une corrélation avec la sévérité de la maladie? Et la deuxième question, est-ce que vous avez aussi étudié la production de l'IL-17 chez vos patients? Alors, en fait, merci beaucoup tout d'abord. Alors, on n'a pas vraiment effectué donc, la partie fonctionnelle. Donc, on n'a pas fait l'étude de phosphorylation chez ces patients-là et non plus la culture, le phénotypage de l'interleukine 17 dans un premier temps. Parce que ce travail, c'est vraiment le début. On voulait juste déjà savoir donc, l'état des lieux. Donc, le travail qui va suivre, là, il sera beaucoup plus ciblé justement sur l'étude plus approfondie du profil génétique, de l'exploration fonctionnelle pour effectivement donc, mieux connaître ce déficit immunitaire. Voilà. Oui, donc pour l'instant, on n'a pas, j'ai pas de, voilà, on l'a pas fait, donc j'ai pas de réponse pour ces patients-là. Oui, pour ces patients-là. Oui, j'ai compris. Mais c'est très intéressant ce que vous dites et ce que vous faites comme vous avez présenté. Alors, ce serait vraiment intéressant si les collègues immunologistes s'y mettent un petit peu à faire ce test parce que, à vrai dire, c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais pas comme faire un panel génétique. Donc, si vous avez un patient qui fait des candidoses cutanées muqueuses chroniques, il suffit juste de faire un test de production d'IL-17 qui, dans le cas d'un gain de fonction du gène STAT1, va donner un résultat nul ou quasi nul, c'est-à-dire pas de production d'IL-17, et faire un test de phosphorylation qui, le plus souvent, va montrer une phosphorylation supérieure à la norme. Donc, et si vous faites ces deux tests-là, vous pouvez faire une sorte de premier screening, donc un premier criblage, et tous les patients qui auront des anomalies passeront à la génétique. Ça permet de minimiser les coûts. Parfaitement. Donc, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai juste une question. Donc, je remercie les deux oratrices des deux présentations, que ce soit sur les infections ou bien sur les HPV. Moi, j'ai juste une question. C'est-à-dire, vous avez les malades, vous avez décortiqué le côté génétique et vous avez trouvé des défauts génétiques. Mais quel est l'impact de la génétique sur le traitement de la maladie? Est-ce qu'il y a une biothérapie ou bien est-ce que vous pensez à faire une greffe de moelle pour ces patients? Donc, c'est ça ma question. C'est bien, vous, comme clinicien, c'est bien de trouver le défaut génétique. Défaut génétique STAT1 sur les candidoses, ça c'est très connu. En plus, même une personne qui a un défaut STAT1, elle peut avoir aussi des mycobactérioses. Par exemple, nous, on avait un médecin qu'on a vu avec le professeur Bosfeha, qui faisait, il a fait 3 fois la tuberculose pulmonaire. C'était un médecin du Husseima. Donc, il a fait 3 fois la tuberculose pulmonaire. Il avait fait aussi des infections fongiques. Et lorsqu'on a décortiqué, on a fait l'exome, on a trouvé comme quoi il avait une STAT1, un défaut STAT1. Donc, moi, je veux voir l'impact de ce côté génétique sur le traitement. Sur la pratique.
sur le traitement. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais parler de ma part, puis passer la parole à professeur Bousfeha. Donc, première des choses, pour ce qui est des infections fongiques, ce sont des infections chroniques. Déjà, on rapporte une réponse aux patients. Parce que ce n'est pas facile d'avoir tous les jours ces patients qui disent « Docteur, pourquoi moi je fais des infections fongiques et pourquoi pas d'autres ?» Je n'ai pas de déficit immunitaire, j'ai fait le bilan que vous m'avez demandé, je n'ai rien. Donc déjà, ça rapporte une réponse, un élément de réponse pour le patient et pour le médecin. Donc déjà, lorsque je vais proposer ma thérapeutique qui est basée sur des antifongiques par intermittence ou bien au long cours, il sera adhérent au traitement parce qu'il comprend qu'il a un déficit profond dans sa génétique. Donc, on va le gagner en matière d'observance thérapeutique. Troisième lieu, on va contribuer. Donc, c'est comme un petit... on est comme des petits colibris, donc à réunir les cas partout dans le monde pour essayer de comprendre les mécanismes physiopathologiques, pour essayer de trouver des traitements ciblés. Donc l'avenir, c'est les thérapies ciblées. Donc là, on est dans la voie Janus kinase, on est dans la voie, donc on est en train de voir de l'interleukine 17 recombinant, pourquoi pas. Donc l'impact, c'est de contribuer ensemble à trouver des solutions. Donc ce n'est que le début. Et pour l'interleukine 17, comme je l'ai dit, ça date de 2011. On ne connaît même pas 1% de cette cytokine qui est devenue aussi, qui est devenue une star maintenant, l'interleukine 17. Voilà, ça pour ma part. Merci. Je sais pas si tu as... Merci. فاقت الطالبة أستاذها. Je n'ai rien à ajouter, j'allais dire un peu ça, mais tu l'as dit mieux que moi. L'étudiante a dépassé son prof. Je le reconnais, j'en suis fier. Donc, merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Alors, si vous permettez, je voudrais poser une petite question à Dr Kitani sur sa présentation. En fait, là aussi, c'était une très, très belle présentation avec de très belles présentations de cas avec des mutations des gènes rares et tout. Donc, ça, franchement, c'est très bien fait. Maintenant, j'ai remarqué que vous avez cité un cas d'un molluscum contagiosum sur syndrome des périgieux. Ma question est simple, est-ce que vous avez séquencé le gène DOC8 chez ce patient-là? Merci pour votre excellente question, parce que justement au tout début, sur le plan phénotypique, on était orienté vers un KID par déficit en DOC8, on était presque sûr, mais quand on a fait le séquençage, ce n'était pas le gène DOC8 qui était touché, il s'agit probablement d'un polymorphisme touchant un autre gène incriminé dans le syndrome hyper-IgE, et l'étude génétique est toujours en cours. Et à ce moment-là, ça devient vraiment un cas très intéressant, parce que nous, alors pour nous, jusque-là, jusqu'avant votre cas, on va dire, les choses étaient assez simples. Quand on a une hyper-IgE, avec des infections à staph, des abcès et un eczéma, alors on se dit, on va essayer de simplifier les choses. Si on n'a pas de lymphopénie, on n'a pas d'infection virale, ce serait plutôt un syndrome d'hyper-IgE. Si à côté on a une lymphopénie avec des infections virale de type molluscum contagieux, pour nous, c'est un DOC8 jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, vous avez prouvé le contraire, et donc ça devient complètement intéressant, et je pense que ce serait bien de commencer par les deux gènes qui peuvent simuler donc un DOC8, à savoir le PGM3, donc il y a beaucoup de cas tunisiens rapportés, et le déficit en CARD11. Donc ce sont deux possibilités, à mon avis, par lesquelles il faut commencer. Sinon, vous allez peut-être découvrir un nouveau gène, qui sait. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre commentaire. C'est bon. Pour la deuxième communication, si j'ai des questions, d'abord. Donc j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit par Monsieur le Président. Donc effectivement, moi aussi, je pensais que c'était un DOC8, et vous avez vu dans notre présentation sur la greffe hier un cas de DOC8 qui était greffé parce qu'ils sont tellement sévères, ils ont des infections à molluscum extrêmement sévères, et donc au point qu'on les greffe. Donc ce n'est pas cela, effectivement. En Tunisie, on a vu pas mal de PGM3 aussi, donc c'est possible que ce soit dans ce sens-là pour apporter des solutions. Mais l'enfant qui a un GATA2 et une monocytopénie,
est-ce qu'il n'a pas de lymphœdème? Est-ce qu'il n'a pas fait d'infection à mycobactéries, quelle qu'elle soit, tuberculeuse ou non tuberculeuse? Parce que là aussi, ça rappelle ce fameux syndrome de monocytopénie avec susceptibilité aux infections à mycobactéries. Et les monocytopénies sont exceptionnelles. Hein, exceptionnelles. Peut-être qu'on ne fait pas le diagnostic parce que personne ne regarde les monocytes sur un hémogramme. L'autre question, vous avez dans vos investigations l'hémogramme et il y a quelqu'un qui avait une neutropénie. Quelle était la profondeur de cette neutropénie? Est-ce qu'on a fait une moelle? Comment a été le dosage des immunoglobulines dans ce cas-là? Là aussi, parce qu'il y a des situations où, chez certains malades, c'est la neutropénie tellement profonde qu'on est obligé d'intervenir par le GCSF et souvent ils ont une hypogamma associée et avec les perfusions d'immunoglobulines, on arrive quand même à améliorer franchement ces malades. Alors, concernant la première question, concernant le déficit en GATA2, alors il s'agit d'une patiente qui a consulté à l'âge de 18 ans et qui avait des verrues vulgaires généralisées. Dans son histoire clinique, elle a rapporté la notion d'infection respiratoire à répétition, mais sans gravité. C'est vraiment... Non, ce n'était pas tuberculeux. C'est tout ce qu'elle avait. Non, pas du tout. Alors, concernant la deuxième question, la neutropénie a été rapportée chez la patiente qui avait un déficit en STK4 avec une épidermodysplasie viruciforme. C'était un KID. Alors, et justement, chez ces deux patientes, on était orienté dès le départ vers ces deux déficits. Alors, pour la première, c'était vraiment un DCML syndrome, dendritic cell monocytopénie lymphopénie syndrome. Et pour la deuxième, en suivant les tableaux publiés par professeur Bousfeha concernant la classification phénotypique, on était dès le départ orienté vers le STK4 et ça a été confirmé par la génétique. Excusez-moi, je voudrais juste rajouter un petit commentaire sur l'épidermodysplasie viruciforme. Parce que dans notre expérience, personnellement, on a publié un cas dans Jackie sur un déficit en artémis hypomorphique. Donc, vous savez, le déficit en artémis, normalement, c'est un skip B-, un K+, mais quand vous avez une mutation hypomorphique, vous pouvez avoir des formes atypiques avec un certain taux de lymphocytes résiduels. Mais ce qui nous a permis de démasquer ce cas-là, c'est que c'est un patient qui a été diagnostiqué à l'âge de 21 ans. Jusque-là, les lésions qu'il avait sur la peau étaient prises à tort pour un pityriasis versicolore. Mais franchement, il n'a pas été vu par un dermatologue. Donc, les médecins d'adultes, les pneumologues considéraient ça comme du pityriasis versicolore. Mais dès qu'on lui a fait un bilan, et constatant qu'il y avait des lymphocytes naïfs très, très diminués, donc moi, personnellement, j'ai demandé à ce qu'il soit revu par un dermatologue, lui qui a très vite conclu donc un épidermodysplasie viruciforme, une épidermodysplasie viruciforme qui a été confirmée sur le plan histologique. Et le message ici, c'est de dire que quand vous avez une épidermodysplasie viruciforme, bien sûr, il faut exclure un VIH, tout ce qui est acquis, mais à partir donc, si vous avez une sérologie VIH négatif, il ne faut pas hésiter à faire, en plus de la numération en formule sanguine, la numération TB1K, il faut toujours faire les lymphocytes naïfs. Et si vous avez des lymphocytes naïfs, il peut s'agir d'une forme hypomorphique de skip qui peut s'accompagner de ce type d'infection. J'ai une question au professeur Ketani. Merci pour les deux présentations, c'était top, on va rester simple. Moi, je suis pédiatre. En fait, je suis le premier palier de l'échelle pour les diagnostics des maladies de déficit immunitaire et je suis un praticien de ville. Quand j'ai vu la série de 8 personnes, moi, ce qui m'a attiré, c'est qu'il y avait 5 infections respiratoires à répétition sur les 8 patients. Et donc, nous, dans notre approche quotidienne, quand on se dit, bon, ce gamin-là, peut-être qu'il a un déficit immunitaire en dehors des débats des experts, c'est plutôt l'approche respiratoire plus que l'approche cutanée.
Et quand on dit chronique, pour nous, c'est combien? On rassure les parents, on dit ça va durer 6 mois à 2 ans. Jusqu'à quel point on va dire aux parents, là, ça va pas, là, il faut aller un peu plus loin pour explorer un peu l'immunité. Parce que c'est ce passage-là, pour nos pédiatres de ville, aux pédiatres au premier plan, c'est cette distinction. Parce que ces pathologies, nous, on les voit tous les jours. Donc, à quel moment? C'est vrai que c'est chronique, mais chronique, c'est combien chronique? Et puis, vous avez dit chronique et récidivant. J'aimerais bien comprendre un peu les deux, ça me paraît un peu qu'ils soient chroniques et récidivants en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, concernant les infections respiratoires, j'ai parlé des infections respiratoires à répétition. Alors, d'après ma modeste expérience avec les pédiatres, ils considèrent une infection respiratoire à répétition quand il y a plus de 2 épisodes par an. Et là, professeur Bousfeha pourrait aussi nous éclairer sur ça. Pardon? Donc, je voulais dire que nous, on a en pédiatrie de ville, on va avoir tendance plus, on connaît les infections respiratoires, on connaît leur définition, mais notre approche par rapport à envoyer pour une exploration, ce sera plus l'approche respiratoire que l'approche cutanée, c'est ça ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Mais concernant les malades qui sont inclus dans cette étude, c'est des enfants qui proviennent de patelins, c'est des patients qui proviennent de régions qui sont sous-médicalisées. Il y a des patients qui n'ont jamais consulté auparavant et qui avaient justement les lésions cutanées qui étaient au premier plan. Merci, c'est une très bonne question. Moi, je suis pédiatre de ville, généraliste. Quand est-ce que je m'oriente vers un déficit immunitaire? Disons, évitons ces définitions de chronique, de récidive, combien ça récidive. Pour vous, moi, je pense que chaque fois qu'un malade ne vous plaît pas, il sort de l'ordinaire, il a une infection respiratoire, mais bon Dieu, elle ne veut pas guérir. J'ai utilisé le premier antibiotique, deuxième, j'ai exploré, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, donc probablement, il y a un emballement du système immunitaire sous-jacent qui explique cela. Par exemple, vous avez une pneumonie, vous avez dit que c'est un hémophilus, c'est un pneumocoque, vous avez bien visé, vous avez même utilisé des antibiotiques associés par voie intraveineuse, et ça ne marche pas. En fait, parce que ce ne sont pas ces germes classiques, parce que ça cache un aspergillus. L'aspergillus, il lui faut un antifongique. Donc, le fait qu'une infection persiste, qu'elle ne répond pas au traitement, que pour les lésions cutanées, sont des lésions cutanées, le molluscum, c'est rien du tout. Vous le grattez, il s'en va. Mais là, c'est un molluscum qui m'embête. Il embête le malade, il est partout, il est sur les paupières, ça gêne sa vie quotidienne, il récidive, je fais ça, il récidive. Ou bien, s'il y a des signes extracutanés, qu'il faudra absolument les chercher. Avec la peau, il a une autorité purulente, il a une pneumopathie, il fait, en plus de ces verrues, des abcès, il fait une diarrhée qui persiste. Donc, chaque symptôme extracutané, ou dans le cadre d'une infection respiratoire extra-respiratoire, cette association de symptômes persistants, inhabituels, c'est ça qui est très évocateur du déficit immunitaire. Oui. Donc, si je peux juste ajouter une petite remarque en tant que dermatologue et de dermatopédiatre, on voit pas mal d'enfants qui présentent donc des verrues et qui présentent des molluscum contagiosum. Donc, nous, en pratique quotidienne, au-dessous de l'âge de 5 ans, on n'inquiète pas les parents. On leur dit que voilà, ils sont en phase de restauration immunitaire, il n'y a pas de souci. On peut même ne pas traiter le molluscum contagiosum. Donc, mais à partir de l'âge scolaire, donc 5 ans, 6 ans, 7 ans, si on traite l'enfant la première fois par des traitements locaux, des kératolytiques, enfin, toute la panoplie de traitements, et que ça récidive la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, on peut se poser la question. Et le deuxième tableau, lorsque c'est d'emblée profus, parce que normalement les verrues, on peut les avoir
Il y a plusieurs types. On peut avoir des verrues au niveau des mains, des pieds, mais lorsque là, c'est profus, diffus, alors il faut y penser d'emblée et quel que soit l'âge. Alors, je voudrais juste rajouter par rapport aux verrues, parce que là, il y a déjà une définition de verrues profeuses. C'est des verrues c'est plus de 20 lésions en plus d'une région du corps. C'est ça, des verrues profeuses. Merci beaucoup pour toutes les questions. Merci beaucoup. Je pense que je comprends un peu l'inquiétude de docteur. Je pense que c'était plus une contribution une question par rapport à l'approche quand on a été un peu de pneumopathie. Effectivement, comme le commissaire Benjamin l'a dit. C'est bon. Voilà, je pense que le malade, c'est la même chose partout, en dermato, en pédiatrie. C'est juste ce qui le fatigue le plus, c'est pour ça qu'il vient. Et professeur Benjaoui a bien fait l'attention de dire qu'il faut qu'on regarde en dehors des signes. Si c'est le pneumologue, les signes extra-pneumologiques. Si c'est le dermato, les signes extra-dermato. Parce que c'est le tout qui va faire qu'on puisse vraiment faire le diagnostic. Et la difficulté, c'est par exemple, nous, quand on a seulement le signe dermato, comment on va intégrer ce malade-là dans le cadre des déficits. Et je pense que c'est dans le suivi, parce que les infections virales, comme elle l'a dit dans sa présentation, chez les enfants, on ne s'inquiète pas. Même quand elles sont diffuses, hein, on ne s'inquiète pas parce qu'on se dit que si l'enfant a une bonne immunité, ça va régresser spontanément et parfois même on décide de ne pas traiter, on n'inquiète pas les parents. Mais par contre, quand ça devient très, très, très profus et que ça récidive, le traitement devient difficile, on se dit attention. Et je pense que nous, vraiment, je garde de beaux souvenirs, je vais garder de beaux souvenirs de vos présentations. Et une fois à Dakar, nous allons faire la même chose. Merci. Donc, merci beaucoup pour tous les orateurs et les oratrices. Maintenant, on a une pause, je pense. Je remercie aussi notre ami professeur Tahiyet de l'Algérie. Je le remercie. Merci. Oui. Merci. Je voudrais aussi vous remercier professeur Boussfiha et tout le comité d'organisation pour m'avoir associé à cet événement et pour m'avoir donné l'opportunité de modérer cette séance. J'ai eu le plaisir d'écouter ces deux présentations qu'elles étaient vraiment excellentes et j'encourage les deux oratrices à continuer leur travail et aller plus et pourquoi pas découvrir de nouveaux déficits immunitaires. Donc merci encore et j'espère je pense qu'il est déjà, mais j'espère que cet événement continue à avoir la même réussite qu'il a jusqu'à maintenant. Merci. Merci à vous. Merci professeur Tahiyet. Merci à vous. Et merci beaucoup. Et je pense qu'il y a une pause maintenant.